Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Night of Champions 2023. Le show qui s'ouvre avec un match qui va couronner le nouveau champion du monde poids lourd, Seth Rollins, face à AJ Styles. Je rappelle mon fonctionnement, je donne la note et après j'argumente. Ma note sur 5 pour ce combat est de 4,75. Une note très élevée pour un match que j'attendais énormément. Un match qui a été placé en opener, ça a fait énormément parler. Beaucoup voyaient ce match en main event. La WWE a vendu cet événement comme un événement avec 3 main events. Et donc l'un de ces gros combats était Seth Rollins face à AJ Styles qui s'est retrouvé en opener. Ça ne me posait aucun problème pour le coup. Et ça a été une réussite. Une réussite parce que le public a été embarqué. On était à Jeddah en Arabie Saoudite et le public était vraiment incroyable tout au long du show. Ces derniers temps, on est quand même assez gâté. Je veux dire, si vous faites l'enchaînement des PLE WWE en termes de public, on est pas mal. Elimination Chamber, Canada. Bon, WrestleMania, c'est à part. Ensuite, Backlash, Porto Rico. On est gâté. On est gâté en termes de public. Et le mois prochain, en juillet, je crois, eh bien, on sera du côté de Londres. Bref, on est très bien. Mais ouais, c'est 21 minutes de combat. Et je trouve que c'est la perfection technique. Vraiment, ce combat, c'est la perfection technique. Et il y a plusieurs phases dans ce combat. Je trouve qu'il y a la première phase où Seth Rollins va jouer avec le public. Voilà. Forcément, le thème de Rollins va être joué, va être chanté par le public de Jeddah, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et ça, c'est la phase où Rollins s'amuse. C'est la phase où Rollins s'amuse avec AJ Styles, s'amuse avec le public. Et ce que j'aime, c'est la deuxième partie où Rollins... Non, il joue plus. Là, il joue plus du tout. Là, on est dans le match technique. Là, on est dans la pure technique avec AJ Styles et Rollins. Ils vont nous sortir finalement le grand jeu, les prises qui sortent au grand rendez-vous. Je pense forcément à ce moonsault que fait AJ Styles enchaîné avec un DDT inversé. C'est une de mes prises favorites. AJ Styles, lui, qui va prendre la souplex inversée de Seth Rollins, la superplex inversée de Seth Rollins, enchaînée d'une autre prise. Bref, on sort les grosses prises, on sort ce qu'il faut au moment où il faut. Et j'aime beaucoup la troisième partie où finalement on est dans une guerre, ça devient plus intense, ça devient plus physique. On est presque dans une brawl à un certain moment dans ce combat. On a vraiment des gros coups de poing, des gros coups d'avant-bras. AJ Styles va d'ailleurs saigner au niveau du visage. Ouais. Là, la dernière partie du combat, le dernier segment de ce match, on est sur encore autre chose. On a d'ailleurs un Seth Rollins qui va vendre au niveau de la jambe. Suite à un suicide dive, eh bien, il va vendre au niveau du genou. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on te vend l'intelligence d'un AJ Styles qui, avec son expérience, a vu directement la blessure de Seth Rollins. Donc ouais, on met en avant les deux superstars au niveau des commentaires américains. Et AJ Styles va essayer de faire abandonner Rollins, mais ça ne va pas suffire. Et finalement... comme on pouvait s'y attendre, ce que j'avais pronostiqué, eh bien Seth Rollins devient champion du monde poids lourd. Et en plus de cela, c'est Triple H qui va lui donner cette ceinture. Donc c'est un bon sable quand même. On sait que Triple H, l'un de ses gars numéro 1, c'est Seth Rollins. D'ailleurs, ils ont posé ensemble après le match, bien évidemment. Mais ouais, on s'attendait à cette victoire de Seth Rollins. On s'attendait vraiment à voir Rollins avec ce titre. Mais le match ne m'a pas déçu, le match a été haut niveau, le match a été de qualité. On a un Rollins et un Styles qui en ce moment sont vraiment à un niveau exceptionnel. Et on a pu profiter de ces deux talents à un niveau exceptionnel pour un match assez exceptionnel. J'ai pas mis 5, peut-être qu'il manque encore un peu plus de suspense. Il manque peut-être 3-4 minutes où on croit vraiment qu'AJ Styles va remporter ce match. Voilà, il manque peut-être ça pour aller à 5. Mais globalement, c'était un très grand combat. Et je suis vraiment ravi de voir Seth Rollins avec ce titre de champion du monde poids lourd. Enfin, il redevient champion du monde. Son dernier titre, c'est en 2019. Donc ça commençait vraiment à remonter. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de voir Rollins à Raw avec ce titre. Il l'a dit d'ailleurs, contrairement aux rumeurs sur les absences possibles de Rollins. Non, vous inquiétez pas, Rollins sera bien à Raw ce lundi avec son tout nouveau titre de champion du monde poids lourd. On enchaîne avec
Becky Lynch qui fait face à Trish Stratus. Ma note sur 5 pour ce combat est de 4. Un combat qui va durer 14 minutes et j'ai quasiment pas pris une seule note sur ce match. Un match particulier, je trouve. Déjà, on peut noter l'effort qui a été fait au niveau des tenues. Et ça, je trouve que globalement, les catcheurs et catcheuses, et particulièrement les catcheuses, on le sait, ont des restrictions clairement en Arabie Saoudite. On ne doit pas avoir un bout de leur peau. Forcément, ça te restreint en termes de tenue. Mais elles font des efforts et il y a un vrai travail là-dessus. J'aime beaucoup Becky Lynch qui fait une petite référence à Kill Bill avec sa tenue tout en jaune. Trish Stratus qui fait une référence à une ancienne tenue qu'elle avait portée auparavant. Ouais, bref, j'aime beaucoup les tenues et il faut le dire aussi, ça fait partie du spectacle, ça fait partie du show. J'aime beaucoup les deux tenues. Mais ouais, c'est un match particulier parce que je ferai un comparatif avec un autre match féminin de cette soirée. C'est un match qui techniquement, sur 14 minutes, n'est absolument pas propre. C'est un match qui techniquement n'est pas un match de haut niveau. Il y a beaucoup d'imperfections, il y a beaucoup de moments où il y a vraiment des incompréhensions entre Becky Lynch et Trish Stratus. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est de la faute de Becky, si c'est de la faute de Trish, mais je voyais justement une Becky Lynch qui allait leader ce match, qui allait vraiment faire en sorte bien que c'était elle qui allait guider Trish Stratus dans ce combat. Mais c'est pas vraiment ce qu'on a eu. On a encore une fois une Becky Lynch qui s'est mise en retrait par rapport à son adversaire. Parce que pour moi, et je vais le dire, techniquement, encore une fois, c'était pas un bon match. Mais en termes de storyline, en termes de storytelling, c'était un superbe combat. Pourquoi ? Parce qu'on avait une histoire derrière qui était très solide entre les deux. On a eu un public hyper investi, un public qui a détesté Stratus pendant ce match. Parce que Stratus a été détestable. Vraiment, elle a été détestable et j'ai adoré Stratus dans ce combat. À plusieurs reprises, elle va trash talk le public. À plusieurs reprises, elle va trash talk Becky Lynch. Elle va prendre des pauses, elle va s'arrêter. Un peu à l'ancienne, j'ai envie de dire. Prend des pauses dans le coin, on s'arrête dans les cordes, etc. Mais elle le fait très bien. Elle le fait très très bien. Elle a un sourire très, très agaçant, Trish Stratus. Et elle le fait très très bien. Donc j'avoue que c'est pas ma révélation. Je vais pas dire que Stratus en 2023 est une révélation. Mais en tout cas, c'était vraiment le gros point positif de ce combat. Ce qui fait que, certes, techniquement, il y a beaucoup d'imperfections. Et il y a, j'irai pas dire botch, parce qu'il n'y a pas vraiment de botch, mais il y a beaucoup d'imprécisions. Mais par contre, en termes d'histoire, en termes de storytelling, en termes de rythme, j'ai passé un bon moment. C'est pour ça que je mets 4. La fin de match est très très surprenante avec encore un crépage de chignon entre Becky et Trish. Et finalement, à l'extérieur du ring, on va avoir une grosse surprise, une certaine Zoey Stark, qui est depuis quelques semaines du côté de Raw, qui va s'en prendre à Becky Lynch, lui porter son finish, la ramener sur le ring. Stratus va en profiter pour gagner ce combat. Je voyais une victoire de Stratus parce que j'imaginais une histoire justement qui allait durer, qui n'allait pas s'arrêter à ce simple combat. Mais je voyais absolument pas, et je pense que personne ne voyait Zoey Stark intégrée dans cette histoire. C'est vraiment une grosse surprise. Zoey Stark d'ailleurs qui va faire saigner Becky Lynch avec cette prise de finition. Il va falloir mieux la porter quand même, parce que pour faire ces gros débuts dans un gros événement, on va dire, parce que certes elle a été à Raw, mais là c'est quand même un gros PLE. Bon, faire blesser, faire saigner l'une de tes plus grosses superstars, c'est pas la meilleure des choses. Mais bref, c'est qu'un détail. J'espère que c'est pas très grave pour Becky. Mais ouais, une paire qu'on aura, donc Zoey Stark, Stratus, l'élève et le maître, j'ai envie de dire. Ça peut être intéressant en termes de storytelling, ce qu'elles vont nous raconter. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça, voir cette nouvelle phase de la guerre entre Becky et Trish, avec l'ajout de Zoey Stark. On va clairement imaginer une Lita qui va revenir dans le jeu pour aider Becky. Bref, ça m'intéresse. C'était surprenant et j'ai envie de voir la suite. Je ne suis pas lassé par Becky face à Trish Stratus. Gunther défend son titre de champion intercontinental face à Mustafa Ali. Ma note sur 5 pour ce combat est de 4,25. J'avais mis 4. Et franchement, avec un peu de recul, je mets 4,25 parce que j'ai passé un très très bon moment devant ce combat. Déjà, très bon choix. La WWE a fait une vignette avant le match de Ali qui donc était en Arabie Saoudite et donc il y a quelque chose de très culturel et il y a quelque chose qui le touche particulièrement Ali. Et forcément, il est devenu directement l'ultime babyface pour l'Arabie Saoudite, pour Jeddah. Donc c'était très malin d'avoir mis cette vignette
à ce moment-là. Et donc Ali va avoir le soutien du public. Et surtout, Ali va se faire détruire. Alors, Ali a quelques offenses, Ali a quelques attaques, a quelques moments à lui dans ce combat. Mais alors, Gunther, le match qu'il te sort, encore une fois, et on le dit, hein, mais citez-moi un mauvais match de Gunther, je n'en ai pas. Je parle de matchs, bien évidemment, qui durent plus de 3 minutes. Hein. Je parle pas de matchs contre des jobbers, etc. Mais à chaque fois qu'il a un match en PLE, à SmackDown, qui sont un peu importants, eh ben, il répond présent. Et on met souvent en avant le côté bagarreur de Gunther, le côté destructeur. Et là, encore une fois, il va détruire Ali physiquement. Le côté teigneux, ouais. Mais techniquement, encore une fois, c'est parfait ce que fait Gunther. Tu sens qu'il est dans la maîtrise totale de son catch. C'est pas le ring général pour rien. Le ring est à lui. Le ring lui appartient. Il le contrôle de A à Z. Il sait où il va. Il sait où il faut se déplacer. Il sait où il faut aller. Bref. Il n'y a aucun timing qui est loupé, tout est parfait chez Gunther, c'est presque robotique tellement c'est parfait et impressionnant. Moi ça m'impressionne toujours, vraiment, et je me lasserai pas de ça. Je me lasserai pas d'un gars qui est juste, je pense, au top de sa forme et qui n'a jamais été aussi bon qu'aujourd'hui, je pense. Je me lasserai pas de Gunther, et Gunther va finalement l'emporter alors que Mustafa Ali avait fait un bel enchaînement. Si je dis pas de bêtises, il avait fait un 450 splash qui n'a pas suffi. Powerbomb 450 splash. Donc vraiment porter une powerbomb sur Gunther, c'est stylé, c'est bien, c'est cool, c'est imposant, c'est important. Mais ça n'a pas suffi et finalement Gunther qui va détruire Ali en 10 minutes. Ouais, 4-25, je trouve que c'est assez mérité. Franchement, ouais. Ce type de match-là de Gunther en PLE, j'en prends tous les jours. Vraiment, j'en prends tous les jours. Pas besoin de 30 minutes, pas besoin de 20 minutes. Non, 10 minutes face à des adversaires de qualité qui, certes, ont très peu de chances de l'emporter. Vraiment, on ne s'attendait pas à une victoire de Ali, clairement. Mais on a de la qualité et franchement, on va retenir ça. Maintenant, c'est vrai que la question se pose. Qui peut aller détrôner Gunther? J'ai quelques noms du côté de NXT, mais bon, ça, on en reparlera. On enchaîne avec Bianca Belair qui défend son titre de championne d'Euro face à Asuka, la revanche de WrestleMania. Ma note sur 5 pour ce combat est de 3,75. Déjà, les tenues, les entrées des deux superstars, encore une fois, top. J'adore la tenue blanche de Bianca, j'adore la tenue de Asuka. Vraiment, il y a quelque chose d'assez mystique avec Asuka dans son maquillage, dans sa tenue. D'ailleurs, pour parler de son maquillage, on a pu voir lors d'une vidéo récente postée par WWE eh bien, que c'est elle-même qui fait son maquillage. Je trouve ça impressionnant, personnellement, d'arriver à faire ce maquillage-là et de le faire tout le temps. Bref, une femme de talent, clairement. 3,75. Et je parlais de comparatif tout à l'heure avec Becky Lynch, Trish. C'est avec ce match-là qu'il va y avoir un comparatif. Pourquoi ? Ce match-là, sous le papier, je parle bien sous le papier, techniquement, Belair face à Asuka est 10 fois supérieur à Becky Lynch, Stratus. Vraiment. Techniquement, c'est un match de haut niveau. On a des femmes qui sont très talentueuses, on a des femmes qui techniquement sont très à l'aise et qui le prouvent. Vraiment, ça se passe très bien sur le ring. Rien à dire techniquement, le match paraît fluide, le match part bien, mais, pourquoi il a cette note de 3,75 ? Bah parce que ça ne suffit pas. Et on le sait, la technique, ça ne suffit pas dans le catch. Et on le dit depuis des semaines, Asuka, Bianca Belair, ce n'est pas construit. Ce qui fait que le public en a rien à faire. Et le public, eh bien, c'est le seul moment de la soirée où le public ne va pas être chaud, où le public ne va pas s'exciter un peu. Alors on va avoir des This is Awesome, alors très timides en fin de combat. Et c'est pour ça aussi que je ne mets pas au-dessus d'un Becky Lynch, Trish, Stratus. Parce que j'ai pas ce côté fun, j'ai pas ce côté divertissement. Et moi je recherche aussi ce divertissement. Je cherche aussi, certes, je cherche la qualité sur le ring, je cherche la technique qu'elles ont apporté dans ce combat. Mais si j'ai pas plus que ça, si j'ai pas une histoire derrière pour me faire ressentir des choses, pour m'investir finalement dans ce match, bah à quoi bon ? Et là, c'est ce qui me manque. C'est de qualité, mais ça suffit pas, parce qu'il n'y a pas de construction, il n'y a rien. Je vais pas revenir sur les débats, Bianca Belair championne, ennuyante, blabla, etc. Parce qu'on va pouvoir en parler ensuite. Mais, ouais, c'est là la différence qui est faite, c'est que globalement, techniquement, le match est largement au-dessus d'un Lynch Stratus, mais ça suffit pas.
ça suffit pas. La fin de match, pour le coup, je la trouve intéressante et surtout intelligente. La manière dont c'est fait, et surtout, Asuka en ressort grandi, alors certes dans la victoire, mais dans la manière de faire. C'est-à-dire qu'elle va louper son Green Mist, voilà, elle le loupe, mais ce qu'elle va faire, eh bien, c'est qu'elle va mettre ce Green Mist sur les mains, tout simplement, donc très très intelligent. On réfléchit, il y a une situation qui se passe mal, et ben on réfléchit pour sauver cette situation, pour la rattraper, et finalement elle va mettre les doigts dans les yeux de Bianca Belair, elle va enchaîner plusieurs kicks, et l'emporter pour devenir la nouvelle championne d'Euro. Grosse surprise. C'est absolument pas ce que j'avais pronostiqué. Je voyais encore une fois une victoire de Belair qui allait conserver, pas tranquillement, mais qui allait voyager vers une autre challengeuse. Et bah pas du tout. Pas du tout. J'imagine que cette histoire ne sera pas terminée parce que Belair voudra une revanche, ça c'est sûr. Et je suis ultra partagé. Je suis ultra partagé sur cette décision. Parce que, en fait, quand Asuka gagne, il y a une partie de moi qui est content. Parce que c'est Asuka. Et en fait, quand Asuka gagne un titre, t'es forcément heureux. Parce que c'est Asuka, elle est phénoménale. Et la voir avec un titre, moi, ça me rend heureux. Maintenant, l'autre partie, c'est Asuka n'est pas construite. Asuka n'est pas construite. Et les problèmes qu'on a avec Belair, en tant que championne, eh bien, on les aura avec Asuka. Et ça me gêne. Parce que là, forcément, tout le monde, et je dis bien quasiment tout le monde, on le voit sur les réseaux sociaux, est très content de la défaite de Bianca. C'était une championne boring, c'était une championne très peu intéressante. Ok, mais on va voir. On va voir si avec Asuka ce sera mieux. On va voir si Asuka aura des challenges haut niveau. On va voir si Asuka aura des histoires haut niveau. Voilà. Et encore une fois, ce ne sera pas de la faute d'Asuka. Ce sera de la faute du booking. Donc voilà, j'attends de voir. Je ne vais pas juger maintenant. Mais en tout cas, c'est une grosse surprise. Est-ce que ça va mener sur les rumeurs d'un possible heel turn de Bianca Belair dans l'été? On verra bien. Mais en tout cas, c'est vraiment l'une des grosses surprises de cette soirée. On enchaîne avec le dernier match féminin. Rhea Ripley défend son titre de championne de SmackDown face à Natalya. Ma note sur 5 pour ce combat est de 4000 étoiles. Bien évidemment, il n'y a pas d'étoiles. Le match, bon, vous l'avez tous vu. Ou pas d'ailleurs, parce que si vous êtes parti aux toilettes pendant quelques secondes, eh bien vous avez possiblement manqué ce combat, parce que c'est un match qui va durer 1 minute. Voilà. Et c'est ce que j'avais à peu près pronostiqué, donc je suis plutôt fier de moi. Je me trompe sur beaucoup de pronostics, mais c'est ce que j'avais pronostiqué, et surtout, c'est ce que j'avais espéré. Voilà, je ne voulais pas un match Natalya-Rhea Ripley qui dure 10 minutes, parce que là aussi, ça n'a pas été construit, et je crois que ça a été encore pire en termes de construction que Asuka Belair, alors que Asuka Belair c'est pas bon, et là c'est encore pire, donc imaginez, mais ouais, tant mieux en fait, tant mieux, je pense que c'était le bon choix, je pense que c'était la bonne décision de faire gagner Ripley en 1 minute, il n'y avait rien d'autre à faire, en fait, ce que je veux dire c'est que si on avait eu un match de 10 minutes, qu'est-ce que ça aurait apporté à Natalya? Qu'est-ce que ça aurait apporté à Rhea Ripley? Absolument rien, vraiment absolument rien. Donc pour moi c'était la bonne décision et je suis plutôt content qu'il l'ait fait. Par contre Natalya vraiment elle passe pour une débile dans ce match, mais vraiment et les babyface passent souvent pour des débiles, mais alors là je trouve qu'on est à un niveau. Natalya quand même elle perd ce match parce que il y a la présentation des deux superstars etc. Et la cloche n'a pas encore sonné et Natalya se fait distraire par Dominic Mysterio, la cloche sonne. Et Rhea Ripley la domine à l'extérieur du ring, la ramène sur le ring, finish 1, 2, 3. J'ai jamais vu, enfin si, j'ai déjà vu des babyface aussi débiles, mais vraiment, Natalya qui n'est pas concentrée à quelques secondes d'un match de championnat quand même, alors ça, on est vraiment sur un niveau de débilité, et je parle bien de, pas Natalya la personne, hein, mais du booking en général, hein, vous m'avez compris. Mais ouais, en termes de booking, ton babyface passe vraiment pour un débile. Bon, en soi, c'est pas que ça me gêne, franchement, parce que c'est Natalya en 2023, et je vais pas me répéter. Bref, je vais pas faire plus long parce que ce match, finalement, n'a pas été long. Et là, j'ai déjà fait plus long que le match, déjà, donc désolé. Mais voilà, en tout cas, Rhea Ripley a conservé et on est sorti plutôt forte, je pense. Même s'il y a l'intervention de Dominique. Mais maintenant, encore une fois, va falloir trouver des adversaires, des challengeuses, eh bien, au niveau de Rhea Ripley. Et bah, surtout, les construire à ce niveau-là. Cody Rhodes fait face à Brock Lesnar. Ma note sur 5 pour ce combat est de 4,25. Un combat de 10 minutes. Donc c'est une très bonne note. Une note de 4,25 pour un combat aussi court, entre guillemets. C'est une très bonne note. On a eu un Cody Rhodes
Encore une fois, superbe entrée, le public qui chante, etc. Magnifique. Pareil, je m'en lasse pas. Mais surtout un Cody Rhodes qui est blessé au niveau du bras en nous vend vraiment un bras cassé. Et Cody Rhodes va porter une sorte de plâtre en titanium. Alors je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, ils nous disent que c'est une protection en titanium. Ok. Et on a ce match, donc, qui est booké, je trouve, de manière parfaite. Vraiment, c'est exactement ce que je voulais. C'est parfait, en fait. Pour ce que devait être cet affrontement numéro 2 entre Rhodes et Lesnar, c'est parfait. Je m'explique. On a donc un Cody Rhodes qui va réussir à s'en sortir au début du match. Pas pour très longtemps, parce que sa blessure, eh bien, est trop grande. Et Brock Lesnar va vite en profiter, va s'en prendre, eh bien, à son bras. Mais Cody Rhodes va se servir justement de ce bras-là qui, donc, a un côté en titanium. Et donc, il va se servir de ce côté titanium pour frapper Lesnar. Donc, on a un Cody Rhodes qui revient grâce à sa blessure, en fait, entre guillemets. Et il y a un tournant dans le match. Et là, c'est là où on passe dans le côté dramaturgique, dans le côté cinématographique, j'ai envie de dire, de ce match. C'est le moment où Brock Lesnar porte sa première Kimura Lock. Et là, on est dans autre chose. Et là, on est dans quelque chose que j'aime. C'est-à-dire que Cody Rhodes, il va vendre. Il va vendre à merveille. Il va crier. Il va presque pleurer d'ailleurs. Et surtout, le public est là. Le public est présent. Le public ne veut qu'une seule chose. C'est que Cody Rhodes sorte de cette Kimura Lock. Chose qu'il va réussir à faire, et ça va durer assez longtemps. Hein. La première Kimura Lock dure peut-être 2-3 minutes, et c'est long, mais c'est bien vendu. Et surtout, on comprend la douleur de Cody Rhodes, on l'a vu ces dernières semaines, être blessé au niveau du bras, donc on comprend tout ce qui se passe. On comprend les enjeux, on comprend que Cody Rhodes ne veut pas abandonner, et c'est logique. On comprend qu'à Brock Lesnar s'en prend au bras de Cody Rhodes, parce que c'est sa faiblesse. Bref. Tout a été bien expliqué, tout a été bien raconté. En termes de storytelling, on est au top. Cody Rhodes va réussir à s'en sortir. Cody Rhodes, le babyface ultime, le plus gros babyface actuellement chez WWE. Il arrive à s'en sortir. Il arrive à enchaîner ses crossroads face à Lesnar. Et là, on se dit, c'est bon. Cody Rhodes est reparti pour finir son histoire. Et bah non. Et bah non, parce que l'histoire, malheureusement, des fois, elle se finit pas de manière joyeuse. Et c'est là, c'est ce qu'on comprend lors de cette soirée. Parce que Brock Lesnar va réussir à l'attraper à nouveau dans la Kimura Lock. Et cette fois-ci, il va pas le lâcher. Il va pas le lâcher et Cody Rhodes ne va pas abandonner. Mais Cody Rhodes va juste s'évanouir. Et je trouve qu'encore une fois, c'est un très bon choix. Alors c'est un choix qu'on a déjà vu et revu. Hein. Le côté je m'évanouis, je suis un babyface, mais je n'ai pas abandonné. C'est assez classique. Mais ça marche toujours bien, surtout sur Cody Rhodes. Donc victoire de Brock Lesnar. On aura une revanche. Quand? Je ne sais pas. J'espère que Cody Rhodes va peut-être s'absenter peut-être 2-3 semaines, quelque chose comme ça. À voir. Disons que j'ai pas envie de le voir à Raw là tranquille et avoir un match de qualification pour Money in the Bank. C'est clairement ce que je vous dis. Mais en termes de storytelling, en termes de narration, j'ai trouvé ça génial. Vraiment, pour 10 minutes de combat, tout ce que ça a raconté en 10 minutes, c'est assez fantastique. Donc ouais, vraiment adoré ce combat et j'ai pas mis plus que 4,25 parce qu'encore une fois, il y a la durée. Mais globalement, c'est un gros bonheur ce match. Et c'est exactement tout ce que WWE doit faire avec Cody Rhodes, avec Lesnar dans ce type de combat-là. Bref, c'était génial. Et le main event, Kevin Owens et Sami Zayn défendent leur titre de champion par équipe de la WWE face à Solo Sikoa et Roman Reigns. Ma note pour ce combat est de 4,75 sur 5. Et oui, le main event qui obtient la meilleure note de la soirée. La meilleure note avec l'opener. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce combat. Déjà, sur les entrées, forcément, hein, j'en ai parlé tout au long de la soirée, mais Sami Zayn qui se retrouve pour la première fois dans un show en Arabie Saoudite. Pour faire court, il y avait des tensions, il y avait une guerre entre guillemets entre la Syrie et l'Arabie Saoudite. Et donc Sami Zayn ne voulait pas aller en Arabie Saoudite. Il semblerait que les tensions se soient apaisées, donc Sami Zayn a accepté de venir en Arabie Saoudite. Et voilà, ça représente beaucoup de choses pour Sami Zayn qui est venu dans une tenue particulière, qui a pris le micro lors de l'introduction et qui a parlé en arabe, donc qui a parlé au public. Là pour le coup, je parlais de babyface ultime pour Mustafa Ali chez lui, là, entre guillemets. Là, Sami Zayn, il était chez lui. Là, c'était Montréal. Enfin, je veux dire, c'était quasiment similaire à Montréal. Vraiment, c'était impressionnant. Les gens étaient debout pour Sami Zayn. Et c'était génial de voir ça. Donc ça, c'est la première partie.
Le match, on s'attendait à un match de qualité et on l'a eu, forcément, avec toute la dramaturgie qu'il y a autour de la Bloodline, avec toutes les histoires, tout ce qu'on peut faire autour de la Bloodline, ce qu'il y a de bon et de moins bon, ça, on va revenir dessus. Surtout sur le bon, hein. Il n'y a quand même pas beaucoup de moins bon dans ce match, mais on va en parler. J'aime beaucoup comment le match se met en place, où au tout début, un Roman Reigns ne veut pas réellement s'engager, c'est-à-dire qu'il est vraiment là pour faire le show. Il va même dire à Solo Sikoa, vas-y, fais le boulot, moi tranquille, je chauffe un peu le public, je souris, je rigole, je suis tranquille dans mon coin. Forcément, à un moment donné, il va venir un peu plus dans le match. Et surtout, on a, j'ai envie de dire, la formule classique du Sami Zayn qui est ultra dominé, et un Kevin Owens qui va venir dans le match faire le hot tag. C'est un peu la formule classique et qu'on fait assez souvent, voilà, avec Zayn qui est ultra dominé. Ce que j'ai noté, parce qu'après, bon, il n'y a pas vraiment d'ordre, etc. Mais en gros, j'ai noté que, comme d'habitude, Roman Reigns, c'est le roi des tombées à 2,99. À chaque fois, il en fait. Et il y a une ou deux reprises où, franchement, tu peux y croire. Tu peux y croire aux 3, mais ça n'arrive pas. Je note le plus bel enchaînement de ce match. Un stunner porté par Owens et un Reigns qui va être déséquilibré du coup avec ce stunner, qui va rebondir dans les cordes et qui va lancer un spear sur Owens. J'ai trouvé ce spot génial, hyper intelligent la manière dont ça avait été fait et bien exécuté. Donc là, c'est vraiment le spot du match. Et forcément, le tournant, eh bien c'est le spear sur l'arbitre. Et oui, parce que l'arbitre va, comme d'habitude, quand il y a un match de la Bloodline, quand il y a un match de Roman Reigns, eh bien les arbitres prennent des coups et les arbitres sont au sol. Ça, c'est le côté moins bon de ce combat, c'est le côté répétitif. Et c'est sans doute pour ça que ce match n'a pas 5. De mon côté, c'est le côté, bon, on savait que ça allait arriver. On savait que l'arbitre allait avoir son petit ref bump, allait rester au sol pendant 10 minutes. On savait juste pas quand. Et j'avoue que j'aimerais qu'on utilise d'autres choses que simplement le ref bump. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas mis 5, parce que c'était un peu redondant à ce niveau-là. On va forcément avoir donc les Usos qui vont venir aider Roman Reigns. Enfin, ils vont venir aider Roman Reigns, mais surtout, eh bien, il va y avoir un problème de communication, encore une fois, et ils vont mettre un super kick sur Solo Sikoa. Et ça, c'est un problème. C'était pas voulu, hein, c'était pas du tout voulu de la part des Usos, mais Roman Reigns va revenir sur le ring, et là c'est la grosse colère. Là, c'est la grosse colère de Roman Reigns qui a deux doigts de les frapper, les bouscule, leur met la main au visage, et là, c'est trop. Et là, c'est trop pour Jimmy Uso. C'est trop pour Jimmy Uso qui fait ce qu'on attendait tous. Jimmy Uso va porter un super kick dans la tête de Roman Reigns. Son frère Jay, lui, ne comprend pas, est dans vraiment la compréhension totale et surtout, estime que Jimmy a fait une erreur sur le coup. Et j'adore ce que va dire Jimmy avant d'enchaîner sur un deuxième super kick. J'adore ce que dit Jimmy. Il dit: je fais ce que tu aurais dû faire il y a longtemps. J'adore cette phrase. Et en plus, on l'entend bien. C'est-à-dire que c'est pas une phrase balancée. Non, c'est une phrase qu'on entend vraiment. Et j'adore cette phrase. Ils vont donc laisser Roman Reigns à l'agonie au sol. Sami Zayn et Kevin Owens vont en profiter pour faire le tomber sur Solo Sikoa et remporter ce match. C'était génial. C'était là aussi génial. Je répète beaucoup le mot génial, mais il y a de quoi. Encore une fois, techniquement, c'était bon. Et en termes de storytelling, en termes de dramaturgie, je répète souvent ces mots ce soir, mais c'est vraiment le fil conducteur sur certains matchs. La dramaturgie, le storyline, c'est bien amené. Le storytelling, c'est bien amené. Et on s'attendait à une trahison des Usos à un moment donné. Peut-être pas une trahison, mais en tout cas à une tension qui s'élèverait jusqu'à un moment où ça explose. Et là, la Bloodline a explosé. La Bloodline a explosé. À quel point? On en saura plus vendredi prochain lors de SmackDown. Là, on aura vraiment de grosses réponses. Est-ce que les Usos vont vraiment se mettre de côté? Parce qu'on se rappelle, Jey Uso était un peu parti de la Bloodline et finalement revenu. Donc, on ne sait pas de quelle manière tout ça va être manigancé de la part de Roman Reigns. Est-ce qu'il va réellement écarter les Usos? Est-ce que Jey va suivre Jimmy? Ça va être intéressant. En tout cas, je suis vraiment content que ce soit Jimmy qui ait fait ce geste parce que c'est lui qui, justement, ces dernières semaines, n'en pouvait plus de l'attitude de Roman Reigns. C'est lui qui se confrontait à lui. Et là, j'adore vraiment cette phrase qu'il a dit à Jey Uso. Bref, c'était du bon divertissement. Bilan de ce Night of Champions 2023. Si je regarde bien, eh bien on n'a pas une note en dessous de 3,75 sur 5, ce qui reste
très très bon. Alors je mets à part le Rhea Ripley Natalia que j'ai pas noté forcément. Mais ouais, on a quand même 2 matchs à 4,75 qui sont vraiment pas loin des 5. On a des matchs à 4, à 4,25. Bref, on a eu du très très bon combat et surtout, on a eu des réponses à nos questions, à des teasings qu'on a eu. Je parle de la Bloodline. On a eu une surprise avec Asuka qui est devenue championne, avec Zoe Stark qui est venue aider Stratus. Ça fait beaucoup. Je trouve que ça fait beaucoup pour un show. Bien évidemment, le fait, encore une fois, que ce show a eu lieu à 19h heure française, ça aide au fait que on ne soit pas fatigué à la fin du show, qu'on ne soit pas aigri, j'ai envie de dire à un moment donné. Parce que ouais, la fatigue, à 5h du matin, tu la sens. Mais là, quand il est 22h, 23h, et ben, ça passe nickel, ça passe crème. Et c'est un très 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 bon PLE. Je trouve vraiment que c'est un très très bon PLE. J'ai du mal un peu à noter les PLE et surtout à les classer par rapport à ce qu'on a eu, par rapport à Backlash, WrestleMania, Elimination Chamber. J'ai du mal. Franchement, je ne fais pas ce genre de classement. En tout cas, c'est un PLE de haut niveau selon moi. Franchement, on est sur un bon 8,5-9 pour un PLE, ce qui est vraiment très très bon. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Merci du soutien, encore une fois, ces derniers temps, c'est assez incroyable. Merci du soutien que vous m'apportez aussi sur Twitch. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi tout ça, je fais des lives sur Twitch, Twitch/TotalCatch, donc n'hésitez pas à aller voir. Ces prochains jours, ces prochaines vidéos, je mettrai souvent le lien de mon Twitch pour que vous le voyez, pour que tout le monde le voit tout simplement. Donc je vais sûrement forcer à ce niveau-là. Mais ouais, je vais être sur Twitch, sur YouTube ça continue, vous êtes de plus en plus présents et ça me fait forcément plaisir qu'il y ait plus de monde, voilà, pour parler de notre passion commune. Bref, je parle beaucoup, je vais aller dormir. Salut, salut.